Effectivement, moi, je vais parler des rapports ordinaires à la science ici, parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, et en faisant en partant, en gros, de la question des rapports ordinaires à la vaccination. Alors vraiment, en fait, la question des rapports ordinaires à la science, c'est une thématique qui est très ancienne dans le monde médical, hein. Notamment l'émergence de débats publics autour de toute une diversité de sujets, à la fois médicaux, techniques, technologiques, à partir des années 60-70, ont d'emblée posé ces questions-là. On a aussi la question, en gros, de la démocratie sanitaire, des droits des patients, qui ont aussi posé ça au premier plan. Et finalement, en fait, la temporalité dans laquelle on est actuellement avec le développement des réseaux sociaux, ça n'a fait en gros que réactiver, réactualiser en gros tout un ensemble de préoccupations qui étaient déjà là depuis bien longtemps. Il faut notamment penser au fait que les recherches sur les rapports du public à la science se sont beaucoup développées à partir du fin des années 80, au cours des années 90, et en gros le développement des réseaux sociaux et l'épidémie de Covid n'a fait en fait qu'accélérer ou que remettre au premier plan des débats politiques et académiques cette thématique qui est ancienne. Et, euh, et, et c'est un sujet important parce qu'en fait, ça pose la question de comment on se représente le public. Alors, le public des politiques publiques, le public, le patient de la relation patient, de la relation médecin-soigné. Et ça cristallise à la fois des questions d'efficacité des politiques publiques, mais aussi d'éthique des politiques publiques. Voilà. Donc, moi, je vais me concentrer sur la thématique vaccinale parce que c'est celle que je connais le mieux, mais pas uniquement. Donc, c'est celle sur laquelle je sais que les données sont les plus riches. On a une riche tradition de recherche sur la vaccination en France depuis au moins 10-15 ans. En fait, c'est une thématique à partir de laquelle on peut dire beaucoup de choses. Mais il y a une autre raison à cela, c'est qu'en fait, la thématique des réticences à l'égard des vaccins, c'est aujourd'hui devenu peut-être le symbole principal, le cas principal à partir duquel sont discutées ces questions des rapports du public à la science. Donc j'ai une bonne raison de choisir, enfin j'ai deux bonnes raisons de choisir ça. Donc moi, ce que je voudrais faire dans cette courte présentation, c'est peut-être juste revenir sur un certain nombre de choses que l'on sait sur les rapports ordinaires à la science et qui, en fait, vont souvent à l'encontre des lieux communs qui, souvent, sont assez diffusés dans le monde médical, mais aussi dans le monde politique. Euh, voilà, c'est pas une présentation très ambitieuse, mais l'idée c'est déjà de ramener à des faits, des données. Donc je vais principalement en fait m'appuyer sur des enquêtes par questionnaire hein, auprès d'échantillons représentatifs, des enquêtes que j'ai eu la chance de coordonner pendant l'épidémie de Covid, mais aussi que d'autres ont réalisées, notamment je vais beaucoup évoquer les enquêtes de Santé publique France, notamment parce qu'elles permettent de construire quelque chose dans la donnée, et à partir justement de ces données-là, ramener à la question de bah, qu'est-ce que l'on sait. L'idée, c'est aussi de proposer une réflexion, en tout cas de vous faire réfléchir à la question de qu'est-ce que ça veut dire que les rapports ordinaires à la science et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que, bah, en fait, il y a une défiance à l'égard de la science lorsque, par exemple, les gens ne veulent pas se faire vacciner ou qu'ils veulent prendre l'hydroxychloroquine ou qu'ils ont des doutes quant à la réelle dangerosité du Covid. Donc bon, ça c'est une petite slide pour rappeler voilà, à quel point la vaccination c'est devenu un symbole de la science et la réticence à l'égard des vaccins c'est aujourd'hui largement interprété comme en fait le symbole des influences de mouvements qui vont à l'encontre de l'autorité culturelle de la science, généralement au profit bah, d'autres formes d'autorité, que ce soit les médecines traditionnelles ou alternatives. Voilà, c'est un peu le cadrage des défiances vaccinales comme une nouvelle forme d'obscurantisme. Alors, là-dessus, juste avant de partir sur les données, hein, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Moi, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous recommande en particulier la lecture de l'ouvrage de Guy Léal, qui est un sociologue des sciences très connu et qui a fait en fait un ouvrage en fait topo de ce que l'on sait à la fois des débats publics autour de la science et des rapports ordinaires à la science, Crisis of Expertise. Donc, je vous recommande fortement cet ouvrage. Il y a aussi en fait une enquête qui a été réalisée en France à la fin de l'année 2020 qui se passait dans la continuité d'enquête sur les rapports ordinaires à la science. Il y a un rapport qui en est issu. Donc c'est l'enquête Science and News. Je recommande réellement ça. C'est vraiment un point sur ce que l'on sait de l'évolution des rapports à la science en France. Et sur la thématique spécifique de l'hésitation vaccinale et son rapport avec bah, les rapports ordinaires à la science, je recommande l'ouvrage de Maya Goldlenberg. J'ai fait un petit texte un peu de vulgarisation dans les annales de l'école des vignes. Alors, euh,
La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a un cadrage général qui présente en gros un déclin de la confiance dans la science. Un déclin structurel qui s'est accéléré à partir du développement des réseaux sociaux, donc fin des années 2000, au courant des années 2010. Les données longitudinales que l'on a en France battent en brèche cette idée-là. Si on prend les indicateurs que l'on a, donc il y a un certain nombre d'indicateurs, par exemple, on demande aux gens, est-ce que vous avez confiance dans la science? Est-ce que vous avez confiance dans les scientifiques? C'est le type de question qui a été le plus posé à partir du début des années 2000 jusqu'à maintenant. On ne voit en gros pas de trend discernable. Il n'y a pas de déclin. Il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, alors, donc vous voyez ça ici. Donc vous avez à la fois des enquêtes Science NU, les enquêtes de l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire qui font en fait les principales données longitudinales. Voilà. Si un tournant il y a eu autour des rapports ordinaires à la science, en tout cas à partir de ce type tel qu'on peut mesurer à partir de ce type d'enquête, en fait, il a plutôt eu lieu dans les années 70-80. Et on voit notamment qu'il se concentre moins sur la science en général, mais sur le fait que les innovations vont avoir un effet positif ou négatif ou neutre pour la population en général. Et on le voit, donc c'est le graphique en haut à gauche. Donc l'item commun qui est le plus utilisé, c'est pensez-vous que la science fait plus de bien que de mal, autant de bien que de mal ou plus de mal que de bien. Et en gros, vous avez un basculement entre plus de bien que de mal et autant de bien que de mal qui se fait en gros au cours des années 80. Et en fait, ça, pour le coup, c'est largement analysé, non pas comme en gros l'idée que l'innovation n'apporte rien, mais que en fait, on a été particulièrement sensibilisé à la question des effets nocifs de certaines innovations. Par exemple, en France, on a le traumatisme de Tchernobyl. Donc ça, c'est un élément qui est absolument important parce que, en fait, ça pose la question de la mesure dans laquelle, lorsque vous avez des controverses qui émergent, eh ben, ça se traduit dans des dispositions générales à l'égard des scientifiques. Est-ce que lorsque vous voyez quelqu'un qui se présente comme scientifique, ah bah non, je lui fais pas confiance, en fait, on va voir que c'est même plutôt l'inverse. Et surtout, il y a une autre chose qui est extrêmement importante là-dessus. Je vous avais dit que je vous parlerais de vaccins, pour l'instant, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est que, en fait, cette temporalité, elle ne correspond pas du tout, à l'évolution des rapports aux vaccins en France. En gros, on a des très bonnes données longitudinales à partir du début des années 2000. On voit que, en gros, on a de bonnes raisons de penser qu'un premier tournant a eu lieu à la fin des années 90 autour du fait de la controverse autour du vaccin hépatite B. Malheureusement, les données n'ont pas commencé à être collectées avant ça. Ce que l'on voit, c'est qu'au début des années 2000, par exemple, le principal item qu'on utilise, c'est est-ce que vous êtes favorable au vaccin en général? On a autour de 8% des personnes qui répondent pas favorables au début des années 2000. On a de bonnes raisons de penser que ce serait encore moins si on avait réalisé une enquête en 94, en 95. Mais surtout, le tournant, c'est la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Là, vous voyez, par exemple, la part des gens défavorables au vaccin en général passe à 40%. Alors bon, c'est une enquête qui est réalisée pendant la campagne de vaccination, pendant les débats. Ensuite, ça se stabilise plutôt autour de 20-25%, et c'est relativement stable avec un petit trend d'amélioration. Et en fait, donc le tournant, c'est ce moment-là. C'est le moment où en fait, on a une des plus grandes controverses vaccinales de l'histoire française. Alors la première grande controverse vaccinale, c'est l'hépatite B, c'est très tard. Si on veut pas, enfin, si vous voulez évoquer la question historique, on pourra en reparler plus tard. Mais la deuxième, qui est même encore plus grande en termes d'ampleur, c'est la controverse autour de la vaccination contre la grippe H1N1. Et surtout, à partir de ce moment-là, on voit une multiplication des controverses autour des vaccins, avec la vaccination HPV, l'usage d'aluminium dans les vaccins, l'usage de vaccins multivalents. Donc ça c'est c'est très important et ça m'amène à mon deuxième point. Et que, en fait, j'ai évoqué avant la question de est-ce que quand on voit un scientifique, on ne lui fait pas confiance. Un autre élément qui est souligné dans la littérature sur les rapports d'INA à la science, pas que sur les vaccins, les rapports d'INA à la science, c'est qu'en général, lorsque les personnes sont interrogées, qu'elles ont des croyances qui dévient de l'orthodoxie scientifique, du consensus scientifique, euh, en général, c'est appuyé sur l'idée que les personnes s'appuient sur l'idée que, en fait, il y a des scientifiques qui sont d'accord avec eux. En fait, le cœur des rapports de la question des rapports d'ordinaire à science aujourd'hui, c'est la question de la perception qu'il existe une controverse scientifique. Donc là, par exemple, je vous ai lu ça avec des questions qu'on a posées pendant l'épidémie de Covid, hein, notamment est-ce que les experts sont d'accord au sujet de la vaccination des enfants de moins de 12 ans? Voilà, on voit clairement qu'on a autour de 50% qui pensaient qu'il n'y avait pas de consensus parmi les experts. Et même plus généralement en dessous, dans une autre enquête, on a posé, dans la même enquête, on a posé la question sur les vaccins Covid en général. Pareil, on a autour de 50% qui pensaient qu'il n'y avait pas d'accord entre les experts sur la question du Covid. Et en même temps, c'est logique. Qui est-ce qu'on a vu dans les médias? On a vu des personnes qui pouvaient se revendiquer légitimement du statut de la science ou en tout cas de l'autorité médicale, professeurs de médecine, etc., dire soit que le Covid n'était pas du tout dangereux, soit que ça servait à rien de vacciner les adultes en bonne santé, etc. Alors là, l'idée, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont
comment dire, qui sont aussi légitimes à dire cela. De la comité de, enfin, comment dire, membre de la CTV, je me ferais virer directement si je disais ce genre de choses, et je ne suis pas du tout en train de dire. Par contre, si on se place dans la position du public, lorsque vous avez monsieur ou madame professeur dans un IHU connu, etc., qui dit ce genre de choses, est-ce que l'on doit penser les rapports à la science, que la personne est capable de connaître tellement finement le fait que oui, mais cette personne-là, elle n'a pas participé aux essais cliniques, d'ailleurs, elle ne fait pas de recherche parce que dans son service, etc., etc. Donc ça, c'est absolument, c'est absolument crucial parce que ça pose la question des rapports dits à la science, non pas dans une opposition entre la science d'un côté et le public de l'autre, mais la question, en gros, bah, des différents, comment dire, la structuration du monde scientifique avec ses désaccords, etc., mais aussi la question des frontières. Et notamment, c'est une question qui est absolument essentielle dans le domaine médical, dans un monde dans lequel on a aujourd'hui, par exemple, des énormes enjeux sur l'evidence-based medicine chez les médecins généralistes, mais on l'a aussi chez toute une partie des professeurs d'université et des praticiens, qui d'ailleurs en général font relativement peu de recherche, etc. Mais qui ensuite, on l'a beaucoup vu pendant la Covid, peuvent être invités dans les plateaux, et en même temps, est-ce qu'on peut demander aux journalistes de, comment dire, voilà, vous avez le professeur, etc. Et ça, on l'a vu, c'est pas spécifique à la Covid, évidemment. Avant la Covid, vous aviez évidemment le cas du professeur Joyeux, professeur à la retraite, de cancérologie qui a parlé du HPV. Bah, le HPV, c'est le cancer, etc. Pourtant, est-ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est quelqu'un qui est légitime sur ce sujet? Mais en fait, ceux qui savent que non. Mais ma belle-mère, il n'y a pas de raison qu'elle sache que c'est pas le cas. C'est même notre deuxième question. Donc là, si en fait on sort de ce cadrage-là, enfin une chose en gros qui illustre bien la sortie de ce cadrage-là entre la science d'un côté et le public de l'autre, c'est la question de est-ce qu'on a un rejet de la vaccination en général? Parce que justement, ce cadrage-là qui dit en fait il y a un rejet de la science en général, le symbole de la science, c'est la vaccination. Donc les gens ne veulent pas se vacciner. Ça montre qu'ils rejettent la vaccination. Clairement, ce que les données suggèrent encore et encore et encore en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., c'est que le rejet de la vaccination en général, il est extrêmement minoritaire. Donc là, je vous présente les données sur la gauche. Ce sont les enquêtes du baromètre santé que j'ai déjà évoquées. Et ces enquêtes, elles sont intéressantes parce qu'elles demandent aux personnes, est-ce que vous êtes favorable au vaccin en général? Ok, très bien, on a 20% des gens qui sont défavorables au vaccin en général. Ok, est-ce qu'on a 20% d'anti-vaccins en France? Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ils posent une autre question. Ils disent, est-ce que vous avez dit que vous êtes défavorable au vaccin en général, mais est-ce que vous êtes défavorable à certains vaccins ou est-ce que vous êtes défavorable vraiment à tous les vaccins? Et alors ça, c'est simple. La proportion de gens qui répondent défavorable à tous les vaccins, elle est stable. C'est la partie en rouge foncé dans ça, donc vous voyez peut-être pas très bien, et c'est autour de 2%. C'est autour de 2%. C'était autour de 2% en 2000, c'était autour de 2% en 2014, c'était autour de 2000% en 2019, c'était autour de 2000%, 2% en 2020, et c'est autour de, oui, pas 2000%, etc. Ça, c'est très important. Et l'autre chose aussi qu'on voit dans ces enquêtes, c'est que toute une partie des personnes qui sont favorables au vaccin en général vont aussi être défavorables à certains vaccins. Lesquels? HPV, hépatite B, grippe H1N1. Alors, grippe H1N1, même 10 ans après, le vaccin en lui-même n'existe plus. Enfin, vous avez la souche dedans. Mais bon, le vaccin contre la grippe pandémique, on est contre, etc. Et parfois, ici, dans les cases ouvertes, ils disent bah, le vaccin, l'aluminium, le mercure, etc., etc. Euh, donc donc à côté, vous avez d'autres enquêtes qu'on a coordonnées. Hein, c'est à peu près pareil. On compare la part des gens qui sont défavorables au vaccin en général à ceux qui sont défavorables à d'autres vaccins. Mais en fait, on a un énorme écart entre la part qui est défavorable au vaccin en général et par exemple bah, la part de gens qui sont défavorables à la vaccination contre la rougeole. En France, on n'a pas eu la controverse sur la rougeole, et la rougeole, c'est le vaccin le plus largement accepté. On a autour de 93% de gens qui sont favorables au vaccin contre la rougeole. Prenez le vaccin contre la grippe, alors là, ça descend. Vous voyez, on arrive plutôt autour des 60%, etc. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête pour deux raisons. Bah, la première, c'est cette question de bah, quelle est cette science dont les personnes sont censées être défiantes? Et la deuxième, c'est que ça nous ramène au propos que j'avais juste avant, qui est celui sur la temporalité des controverses. Les controverses, elles ne portent pas sur la vaccination. Elles portent pas sur. Et d'ailleurs, est-ce que je viens là-dessus juste après? Est-ce que les controverses, elles portent sur la vaccination? Les controverses, ça ne porte pas sur la vaccination. En gros, c'est simple. La vaccination, c'est devenu le symbole de la science. Ça, on l'a, enfin, pour multiples raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, on a vraiment un marquage symbolique de la vaccination, etc. Mais sauf que les critiques des vaccins, ils évoluent dans un monde dans lequel, bah, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de critiquer la vaccination en général. Vous passez immédiatement, pourquoi? Pour un obscurantiste, vous êtes associé à anti-science, les personnes qui mettent les chapeaux en aluminium sur leur tête, etc., etc. Et ça, quand on fait ça, bah déjà, on a très peu accès
aux médias qui vous permettent de diffuser largement vos représentations. Donc, vous êtes confiné aux espaces les plus confinés de l'Internet, dans lesquels vous avez beaucoup de mal à toucher un public plus large. Aussi, les personnes, le public que vous essayez de toucher, est-ce qu'ils vont faire confiance à quelqu'un qui va autant radicalement contre en fait, ce qui est devenu un lieu commun? En fait, non. Donc, qu'est-ce que l'on voit? En fait, on a une structure qui est assez claire en France dans les mobilisations critiques des vaccins. Donc, c'est qu'on a une forte distinction entre ceux qui vont critiquer la vaccination en général. Donc on en a des mouvements anti-vaccins traditionnels qui vont remettre en cause les apports de Pasteur, qui vont citer les microzymas, rappeler l'équilibre entre les différentes humeurs, qui s'ancrent dans des médecines alternatives très radicales. Ça, on en a, bien sûr, on en a. On en a aussi des personnes qui disent oui, mais tous les vaccins sont nocifs parce que vous avez les Illuminati qui ont mis des choses bizarres dedans, etc. Et ça fait partie d'un projet soit pour dépeupler le monde, soit pour au contraire le rendre en mauvaise, enfin pas au contraire, le rendre en mauvaise santé pour pouvoir vendre des médicaments, etc. Ça, on en a. Par contre, est-ce que ces acteurs sont vraiment importants pour comprendre l'hésitation vaccinale aujourd'hui? Moi, la réponse que je vous donne, c'est en fait pas vraiment. Pourquoi? Parce que si on prend la temporalité avant, c'est pas ces acteurs-là qui étaient dans les médias d'information générale. C'est pas du tout. Qui est-ce qu'on a eu donc au cœur de ces différentes controverses vaccinales? Que ce soit l'hépatite B, la grippe H1N1, le HPV, l'aluminium, on avait des associations de patients qui ont déjà d'abord commencé à dire nous, on n'a rien à voir avec les anti-vaccins. On ne veut pas être associé avec eux. On n'est pas des anti-vaccins en général. On est pour le principe de la vaccination. Vous avez par exemple des associations autour de l'aluminium qui disent, par exemple, on recommande à tout le monde de se faire vacciner contre la rougeole. La vaccination contre la rougeole, c'est hyper important, etc. Et notamment parce que ce vaccin ne contient pas l'adjuvant aluminique. Ça ne veut pas dire qu'elles ont raison. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment voir le degré de radicalité de la critique. Donc, vous avez eu ce travail de démarcation vis-à-vis de ces figures un peu repoussoires. En fait, construction d'une crédibilité par marchepied, en quelque sorte. En marchant sur les personnes avec lesquelles on n'a pas envie d'être associé, on monte la crédibilité. Et ça, c'est très important. Donc là, par exemple, c'est illustré dans le graphe que vous avez ici. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié plus de 256 critiques des vaccins en français et on les a codés manuellement. Ça a pris un temps fou, c'était insupportable, etc. Je vous passe là-dessus. Et en gros, on s'est intéressé à, premièrement, est-ce qu'ils critiquent la vaccination en général ou est-ce qu'ils ne critiquent que certains vaccins? C'est important parce qu'en fait, c'est pas si facile souvent de diagnostiquer ça. Ce que vous devez faire dans ces cas-là, c'est les regarder toutes les pages. Parce que, par exemple, vous allez sur le site de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur présentation? Ils disent, nous ne sommes pas anti-vaccins, nous n'avons pas de problème avec le principe de la vaccination, nous voulons juste des vaccins qui soient sûrs et efficaces. Très bien. Très bien. Nous voulons tous des vaccins qui sont sûrs et efficaces. Par contre, vous allez sur la première ligne d'actu, les enfants vaccinés sont en moins bonne santé que les enfants non vaccinés. Ok, très bien. Deuxième page, etc. Et là, vous avez tout ça. Donc, résultat, nous, on a fait ça à votre place. On est allé regarder, on peut dire, ok, vous avez critiqué 15 vaccins différents, vous avez dit que les vaccins, etc. Mais par contre, ce que vous avez plein de sites dans lesquels ils disent, non mais attendez, nous, on recommande tel vaccin, tel vaccin, tel vaccin. Par contre, l'aluminium, c'est notre problème, il faudrait le remplacer par du phosphate de calcium. Alors, nous, on a un problème uniquement avec le vaccin hépatite B, mais quand il est donné aux personnes autres que les personnes particulièrement à risque pour des raisons professionnelles, etc. Bon, bref, donc on a fait tout ça. Donc en bleu, vous avez justement les sites critiques qui rejettent toute forme de vaccination, et en rouge-rose, ceux qui ne critiquent que certains. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'analyse de réseau. La première chose qu'on fait, c'est déjà regarder qui cite qui, vers qui il y a des liens. Si vous faites ça, c'est simple, vous avez l'impression que on a un gros mouvement anti-vaccin en patate. Donc ça, c'est celui à gauche, dans lequel les plus gros nœuds, ce sont ceux qui sont les plus vers lesquels, qui sont plus souvent, qui reçoivent le plus de citations et qui renvoient le plus de citations. Et là, on voit que les plus gros nœuds, ce sont les nœuds des radicaux, des sites radicaux anti-vaccins. On voit bien qu'il y a une sorte de structure avec les rouges en bas et les bleus en haut, mais là, on a des multiples connexions. Donc oui, on a un mouvement anti-vaccin, c'est l'image classique que l'on a. Très bien. Passons maintenant au deuxième lien, au deuxième graphe. Là, on a fait autre chose. On a dit, mais regardons les liens réciproques. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on faisait ce réseau, le réseau de gauche, et qu'on mettait le site de l'ANSM, par exemple, l'ANSM, elle serait dans le mouvement anti-vaccin. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de sites critiques des vaccins qui renvoient vers l'ANSM encore. Oh, regardez, l'ANSM s'est encore planté sur telle ou telle chose, etc. Ou alors, oh, regardez, l'ANSM nous donne raison sur un point de détail mal interprété. Ok, donc ce qui fait que les liens réciproques, c'est beaucoup plus intéressant.
question de est-ce qu'ils sont vraiment d'accord. Et là, on voit la structure et on a changé autre chose, c'est que la taille du point ne reflète plus combien de citations vous avez eues, etc. Là, la taille du point, on est allé chercher les données dans Europress et dans l'INA, voir combien de fois ils sont mentionnés dans les médias d'information générale. Et alors là, on n'a pas du tout la même vision, puisque déjà, on voit une structure en deux parties. Vous avez les mouvements radicaux en bleu, qui sont vraiment séparés des acteurs qui, pour le coup, ne critiquent que certains vaccins en rose. Et encore, vous avez même vous avez la petite grappe en bas comme ça. Ça, cette grappe, enfin, comment dire, elle est connectée au site en bleu parce qu'ils se disputent. C'est-à-dire que vous avez enfin, les liens sont sur des pages dans lesquelles ils insultent les anti-vaccins, Donc, on a ça encore plus. Et là, j'attire votre attention sur la troisième image sur la droite. Ça, c'est vraiment, en gros, qui sont les principaux acteurs à avoir été présents dans les médias d'information sur les 20 dernières années. Alors, l'étude a été faite en 2017, donc c'est entre en gros le début d'Europress et 2017. Clairement, vous avez quasiment que des points roses, donc ceux qui ne critiquent que certains vaccins. Le point bleu, en fait, c'est une erreur, c'est pas une erreur, on en discute dans la méthodologie du papier, c'est un acteur qui est en fait mal labellisé, enfin, qui est mal labellisé par Europress, etc. Donc je passe là-dessus. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement, on voit qu'il y a ce travail de crédibilité par distinction. Mais surtout, que dans ces différents acteurs, on voit qu'ils mettent tous en avant des personnes qui ont une forme de crédibilité scientifique ou médicale, c'est-à-dire que tous ces acteurs, que ce soit les radicaux ou les moins radicaux, mettent en avant parfois des directeurs de recherche INSERM en poste, des médecins, des professeurs. On voit notamment l'importance du professeur Joyeux. Donc ça, c'est très important parce que pour le coup, j'ai introduit ce point avant, donc ça confirme le point que j'évoquais avant. Et alors, ce qui m'amène au point suivant, qui est, en gros, qu'est-ce qui est en jeu dans ces doutes à l'égard des vaccins? Est-ce que c'est la science en général ou est-ce que c'est l'expertise ou la politique? Donc en fait, tout est un peu dans le titre. La réponse est évidemment, sinon je ne le poserai pas de cette manière-là. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez à la fois le contenu des critiques des vaccins, mais surtout que vous faites des entretiens qualitatifs, vous posez des questions, ce que l'on voit clairement, c'est que vous avez des pétitions de principe sur la science en général, c'est très bien, mais par contre, vous avez une sorte de volonté d'une science pure. C'est comme si c'était un peu possible aujourd'hui d'avoir une science pure lorsque on a une production, notamment privée des médicaments, etc. Il y a vraiment cette idée d'appel à une science pure, un peu séparée dans une tour d'ivoire, etc. Et on le voit notamment dans le fait que, moi j'aime bien ce tableau en bas, donc en bas, on a regardé parmi les défavorables au vaccin en général, la part des gens qui se disaient aussi ne pas avoir confiance dans la science. Et on voit que cette part, elle est très faible. Donc c'est le 31%. Donc 31% des défavorables au vaccin se disent défiants à l'égard de la science en général. C'est pas beaucoup. Même d'ailleurs, si on regarde, est-ce qu'ils pensent que la science apporte plus de mal que de bien? Non, vous n'avez que 19% d'entre eux. Alors, c'est quand même une surreprésentation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une surreprésentation. Par contre, on voit très bien par ça le fait qu'il est possible de se penser même défavorable vis-à-vis des vaccins en général, tout en se pensant du bon côté de la science. Pourquoi? Parce que l'enjeu aujourd'hui de la vaccination, comme c'est le cas sur un très grand nombre de controverses autour des médicaments, l'enjeu, c'est cette question de l'interface entre le scientifique, le politique et l'économique. L'enjeu, c'est la croyance dans la capacité des autorités régulatrices à justement réguler ces différents intérêts, à garantir la sécurité des produits, etc. Donc, par exemple, on le voit avec le tableau du dessus, la part des personnes qui pensent qu'il n'y a pas eu beaucoup de transparence dans la gestion de la Covid, que les autorités ont volontairement caché certaines informations au public, elle est très importante. Ça, c'est un enjeu crucial, que ce soit sur les vaccins, mais aussi sur les médicaments qui sont en fait très visibles, qui ont beaucoup de promesses, et que vous avez généralement en fait des annonces dans lesquelles vous avez à la fois des scientifiques qui exercent dans des institutions indépendantes dédiées à la recherche, mais vous avez aussi des acteurs économiques et des acteurs politiques qui portent cela. Je vais avancer un peu rapidement pour arriver à la conclusion. D'un dernier point sur lequel je vais revenir assez rapidement, c'est il y a aussi la tendance à interpréter en gros ces croyances hétérodoxes, ces désaccords avec le consensus scientifique comme le produit d'un manque de connaissances. En fait, il y a l'idée que si les scientifiques sont arrivés à cette conclusion, c'est grâce à la connaissance, et donc en fait, il faudrait juste amener les personnes sur ce chemin. Alors ça, c'est quelque chose qui a été largement traité encore et encore et encore dans la littérature sur le rapport ordinaire à science. C'est quelque chose qui marche très peu comme forme d'explication. Et c'est très bien illustré par le fait qu'en France, on a énormément de médecins qui sont hésitants
à l'égard de toute une partie des vaccins qui sont recommandés, HPV, grippe. Alors ça se voit à la fois à leur taux de vaccination, même s'ils sont évidemment meilleurs que la population, mais on le voit aussi lorsqu'on réalise des entretiens. On n'a pas une conviction très importante sur le vaccin HPV, davantage aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on a réalisé des entretiens avec des médecins, notamment médecins généralistes. Une grande partie doutait vraiment de ça. Même plus généralement, il y a une très bonne revue de littérature systématique qui a été faite récemment. Clairement, le lien, par exemple, entre niveau d'éducation et doute à l'égard des vaccins et attitude anti-science définie très largement, il y a évidemment un lien, mais il est généralement très faible, surtout très faible dès lors que vous contrôlez pour d'autres facteurs, du type confiance, perception du risque, etc. La corrélation, elle est très faible. Donc là, je vous donne juste un exemple tiré de nos enquêtes. On a utilisé les principaux items qu'on utilise pour mesurer les connaissances scientifiques des personnes. On voit qu'il y a une corrélation. Donc le score de littératie, plus vous êtes élevé dedans, plus vous avez des connaissances scientifiques. On voit qu'il y a une sorte de corrélation, là, puisque les défavorables au vaccin en général tendent à être davantage dans des niveaux relativement faibles de littératie scientifique, mais vous conviendrez que la corrélation, elle n'est pas très forte là-dessus, vraiment pas très forte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que là, ça ramène au point précédent qui est-ce que l'enjeu, c'est la science, la connaissance, etc., la rationalité, ou est-ce que l'enjeu, c'est cette question de la confiance dans cet endroit à l'interface entre science, politique et économique. Pourquoi c'est important d'avoir tout cela en tête? Parce que je pense qu'un des enjeux cruciaux, et on l'a en partie vu pendant l'épidémie de Covid, c'est la question des représentations que se font les décideurs politiques, les experts en santé, du public. On a tendance à énormément se concentrer sur comment est-ce que le public conçoit la science, mais finalement, il faudrait aussi davantage s'intéresser à comment est-ce que les scientifiques et les décideurs publics se représentent le politique. Et pour le coup, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la tradition de gestion des crises françaises, elle est marquée par l'idée que le public est potentiellement irrationnel, qui a une défiance fondamentale vis-à-vis de l'innovation, et qu'un des enjeux centraux, c'est de projeter de la maîtrise, de projeter de la certitude. C'est écrit dans les plans de gestion de pandémie, etc. Et ça, pour le coup, c'est contre-productif et c'est à la fois contre-productif d'un point de vue de l'efficacité et ça pose des énormes enjeux d'éthique des interventions publiques.